Bienvenue dans l'arrondissement de Matam-la-Belle. Nous allons découvrir dans ce reportage un petit village juste derrière nous. Il s'appelle Mbeng. Nous allons découvrir son historique, sa genèse, mais aussi le mode de fonctionnement avec sa population, les femmes, les jeunes et les anciens. Je vous invite à suivre avec nous ce parcours. C'est par ici. Nous arrivons à présent dans la localité de Mbeng. Nous allons découvrir dans ce reportage comment vivent les populations de cette localité, les femmes, les jeunes, mais également les anciens. Nous découvrirons entre autres l'histoire de cette colline qui se trouve juste derrière nous, Bilor Puta. Nous allons découvrir cette histoire, qui étaient les anciens, qui étaient les patriarches de cette localité. Nous irons également vers les villages voisins, voir le mode de fonctionnement, comment ces populations vivent au quotidien. L'histoire nous raconte que nous sommes partis de Mbokanda. Donc, non, il est parti de Mbokanda. Mbokanda se trouve dans l'arrondissement de Bourmakak. C'est-à-dire à la sortie de Ngorlikouva, ils ont fait d'abord escale là. Et de là, chacun a pris sa direction. Et lui, il a pris dans la direction nord, vers ici. Il arrive à Mbeng. Il ne s'appelait pas Mbeng à l'époque, là, parce qu'il dit que c'est sa femme qui avait surnommé le lieu Mbeng. Il arrive ici. Bon, il installe un ou deux de ses fils ici. Il continue. Il ne s'est pas installé cette fois-là. Quand il est parti de Mbokanda, il est passé, il était en transit en Mbeng. Il ne s'est pas installé, il est parti. Et il s'en va donc à Sep. Sep Bangale. Sep, c'est de l'autre côté des rails. C'est-à-dire du côté de l'arrondissement de Makak. Bon, c'est là-bas qu'il est allé s'installer. Bon, mais il y a une curieuse affaire là-bas, que parce que c'était un homme riche, c'était des grands personnages. Donc, il avait des troupeaux, il avait des bêtes, il y avait beaucoup de femmes, des enfants. Alors, il avait donc, dans son troupeau, il a constaté que non, c'est chaque jour qu'il perdait une tête. Chaque jour, il perdait une tête. Mais il s'est dit, mais quelle est cette histoire-là? Alors, il ordonne donc à ses enfants de chercher d'où viendrait ce problème, parce que lui ne comprenait rien. Alors, dans les investigations des enfants, ils ont constaté qu'il y avait un trou quelque part à l'angle de la maison. Un trou qui n'était pas très grand, mais un trou. Bon. Ses fils ont regardé, ils ont vu qu'il y avait quelque chose à l'intérieur du trou. Alors, les enfants lui ont dit, non papa, il y a un trou là, mais il y a quelque chose qu'on voit là-bas en bas, on ne sait pas de quoi il est question. Il est donc venu lui-même, il a demandé d'agrandir le trou. Ça a été fait, il constate qu'il y a un gros serpent là-bas. C'était le serpent, c'était pas le dragon, c'était un dragon, une espèce de dragon. Alors, quand il constate ça, c'est que bon, donc ça veut dire que c'est toi qui as exterminé tout mon troupeau. Il a donc demandé à ses enfants de les tuer, mais le tuer comment? Parce qu'on ne pouvait pas l'attaquer à la machette. Alors, il a donc donné aux enfants de chauffer de gros cailloux, chauffés à rouge. Il chauffait donc le caillou, il jetait et le serpent avalait. Il chauffait le serpent, il jetait le serpent avalait. Et au point qu'il a fini par mourir. Alors, le serpent mort, ben, il y a quelque chose de très curieux qui se présente. C'est que le lendemain, il avait 9 concessions. Il trouve que
8 sont écoulés. Il ne restait que la seule inhabitée. Ça, il n'a pas compris, mais il a compris parce qu'il a compris que bon, le fait d'avoir tué ce serpent qui devrait être la force des gens de là-bas, une espèce de totem, bon, alors il est mis à défi. Il se dit donc rester ici, ça veut dire que je m'expose. Donc autant rentrer, bon, comme déjà j'ai installé les miens, mais tel que c'est fait là-bas, il vaut mieux que je rentre de l'autre côté. Et voilà donc comment il repart maintenant de cette pour ici. Quand il revient ici, sa femme et Banga lui dit que ici c'est beau, c'est bon, c'est joli, restons là. Donc tout le nom Mbeng. Au lieu de rester là, il est parti donc s'installer sur la colline là-bas pour sa sécurité. Parce que ce n'était pas accessible à tout le monde. Bilok Bita, un ensemble de légendes, de faits, de coutumes et de doctrines transmis à des générations depuis près de 400 ans. Entre mythe et réalité, l'on parle ici d'une histoire sacrée, d'un événement qui a eu lieu dans le temps fabuleux des commencements. Bilok Bita, une véritable découverte. Cette colline peu accessible regorge le souvenir de ce qui a été. Tout au long de cette ascension, l'on y retrouve encore débris, fossiles, résidus, vestiges, autant de choses destinées à rappeler qu'ici vécurent leurs ancêtres. Mbeng, l'histoire d'un peuple depuis sa genèse. Ici, les anciens dévoilent la sacralité des œuvres ancestrales. Nous étions les Ndourbachik, qui étaient nos aînés, les Ndonglit, puis les Ndourbéa. C'est nous qui sommes venus, c'est nos... Votre généalogie. Oui, voilà. Nous étions comme ça. Donc nous, alors les Ndonglit, nous avions été, parmi ces anciens-là, nous avions été les gens qui ont été un peu, j'appelle bien, charitables. Donc nous, surtout du clan Mbok, donc nous avions distribué le Mbok dans des petits coins, des petites, disons, villages, parce que le Mbok n'était pas pour n'importe qui. C'était pour les gens dignes de ce nom, donc qui avaient un nom. Donc les Mbok n'étaient que pour les gens qui avaient le nom. Donc nous, les Ndonglit, les Ndorlit, Ndourbéan, Ndourbachik là. Donc on ne voulait pas, ce n'est pas n'importe qui était un bon Mbok avant. Mais nous, quand nous on a eu le Mbok, on a commencé à distribuer aux autres personnes, les Ndourbéa, les Ndoursine, les Ndongonde et
d'autres pays, D'autres tribus. voilà. Donc d'autres tribus. C'est pour cela que nous avions eu une bonne renommée, une réputation un peu plus grande que les autres. Presque toutes ces tribus-là, on les appelle les Matin Mandit. Donc on les appelle les Matin Mandit. Donc c'est presque nos enfants. Donc on a fait des enfants et ces enfants, alors à partir de là, nous avions eu une grande réputation et un bon nom. Alors vous êtes en quelque sorte les gardiens de la tradition. Bien sûr, Voilà. nous sommes les gardiens de la tradition et comme on a appris ça à beaucoup de gens, bon, nous sommes leur père et on nous respecte. De guerre, de tribus entre les Bassa et les Bétis. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle était cette histoire véritablement? Quand il conquérait une partie de terre, il laissait d'autres, ses frères, et lui continuait. Bon, il luttait avec les Bétis. Oui. Bon. Et il est monté, il a même traversé ce sort, donc vous êtes aujourd'hui, il est arrivé juste à la limite avec les Bétis. Bon, quand il est arrivé là, ils se sont dit que, mais comment la guerre, est-ce que la guerre va être éternelle? Ils se sont dit que non, il faut qu'ils arrêtent le problème de guerre là. Bon, ils arrêtaient le problème de guerre par quelle manière? Ils se sont mis alors à se marier les uns les autres. Donc, lui se mariait aux Bétis, les Bétis se mariaient aux Siennes. Et bon, c'est ce qui a alors fait de sorte que la guerre des Bétis et Bassa puisse un peu prendre fin. fin. D'accord. Monsieur Etobé est un ancien, il parle très bien français. Oui. C'est vrai, vous parlez très bien français. Maintenant, avant de nous quitter, est-ce qu'il y aurait un message que vous aimeriez adresser à ces jeunes concernant le village? Est-ce qu'ils doivent revenir pour les cultures, pour apprendre aussi comme nous sommes là pour apprendre de cette histoire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes, mais en langue de Bassa cette fois? Cette fois-ci. Oui. Bon, mbayi lam ki jamlet su e nimba nyen muragwe nengu mba bakana bo butison ki ba ni ye nyon tong ni yom ni ye nyon tong ni nyon anti bebe le bak joke jo mi yong e hegale be ba mere ni hanga engen ni ne tine ni en yen mu butison ni bon ma mama suna nyo ni to imbentin ndinde murango bantim na mbaye na no nde bantim na mbaye halangwe kala nyoen na mbaye nyoen ten ye ne ibale bona no ni ndini nkirani yibiti son nyule ni lamanyo ni yile ni ye ichiba e nombai mama mbai na bani habema nde ni yine habema mamba ni gwe habengu nyule bohana no ki me kala be men kal ma ang la be bom ha bi yele bale utabe bebe lung ni baborbon wen la be yigo e ri lo la ba sok da yiga sok bu wang halan ba sa ban sibi we habe ngui we habe le bak yi habe herinke nyen men ti bonge men ti le kalole bonge men kalme le bakke bang bakana di ba yile ngim yom yile mbaye de gwene yom la so kalbo ha yo Nyukini che longi porol Nyukini choli yomatai. Alors aujourd'hui, on voudrait connaître l'histoire un peu de la chaufferie. Il me semble que vous appartenez à la chaufferie. Alors, quelle est l'histoire? On est au 4e chef déjà. Il y en a eu 3 autres avant. Alors, quelle est l'histoire de la chaufferie? En commençant par le premier jusqu'au chef actuel. Exactement, la chaufferie de Mbeng a été créée en 1948 par, je crois, à l'époque, c'était, on les appelait quoi?
le chef de légion, ou bien, oui, chef de légion, qui s'appelait Réli, capitaine Réli. Ça, c'était le premier chef. Non, c'était celui qui a créé la chefferie de Mbeng. Nous étions d'abord à Bontoul, puis on a créé la chefferie de Mbeng. On dépendait de Bontoul. Après, le premier chef s'appelait le Sourbe-Koul. Là, ça tombe, ça, le premier chef, c'est lui qui a été le premier chef ici. La tombe que vous que je vous ai montré là. Voilà. Et le deuxième chef, après, celui qui a succédé à la Sourbe-Koul, c'était Batab-Koul. Bon, il a fait la chefferie en 1953, après la mort de Sourbe-Koul. Bon, il est mort, lui a été aussi décédé en 1985. En avril 1985. Voilà. Le quatrième chef. L'actuel, celui non, le troisième chef. D'accord. Nebaka, bienvenue. Il est mort en 2014. Je crois bien, oui. 2014. Après, maintenant, dans le quatrième chef, qui se nomme Bata Marc. La solidarité, le respect des traditions, l'amour et la tolérance sont des valeurs léguées par leurs ancêtres qui sont transmis de génération en génération, ce qui favorise le vivre ensemble. Alors, est-ce que l'élite est facilement acceptée ici par les populations? On sait, voilà une élite, il faut la respecter, il faut aller vers cette élite quand on a des problèmes, quand on a des difficultés. Est-ce que c'est vraiment favorable? Je peux vous dire que nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas trop de difficultés. Je vous ai dit que nous avons tous grandi ici et nous connaissons ce qu'il faut pour celui qui est au village. Et quand il y a les possibilités, les moyens, toute difficulté qui nous est présentée, nous faisons des efforts pour les résoudre. Je crois que le climat, il n'est pas bon enfant, mais nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas trop de différence. Bon, ici, nous n'avons pas de problème avec nos vieux. Ils nous initient, ils nous montrent ce qu'on doit faire. Et nous aussi, leurs enfants, nous sommes aussi de marche avec eux. Donc ici, on n'a pas de problème avec les vieux, on se collabore. Et nous, les jeunes, on essaye de voir ce qu'ils n'ont pas pu faire pour aussi les montrer de quoi nous sommes capables, ce que nous pouvions faire pour eux. Les jeunes connaissent les difficultés de tous, dans tous les villages. C'est le problème d'emploi. D'abord, le problème d'emploi, c'est le problème crucial. Bon, pour ceux qui ont des possibilités, des contacts, ils les aident comme ils le peuvent. Mais c'est vraiment le problème crucial. Beaucoup sont au quartier. Chacun a son choix. Moi, par exemple, je ne dois pas être village. Un musicien qui est au village, ça me convient. Il y a eu une décennie qui est passée, donc le suivi n'est plus normal comme avant. Si bien que la jeunesse est en train de errer un peu par rapport à la vie active. Ici, les femmes sont de véritables guerrières. Elles assistent leurs époux dans les travaux champêtres, contribuent à l'éducation de leurs enfants et de leur épanouissement. Ce qu'il y a pour les mamans de Mbengser, c'est qu'elles ne sont pas habilitées à faire des répétitions à leurs enfants qui vont à l'école le soir. Ça, c'est pertinent. Mais elles n'ont pas comme ce moyen. Quand elles font leurs travaux de champ, elles vivent de la récolte de leurs semences. Elles font le marché, tantôt on appelle ça mouton à maton. Et c'est pénible parce qu'elles doivent quitter ici dans la nuit afin d'aller là-bas. Elles se trouvent un peu de quoi venir faire leurs petites cotisations. Elles vivent de ces cotisations qui aident aussi leurs maris à élever leurs enfants
Et non seulement elles font ça, mais elles travaillent de pair avec leur mari dans les plantations de palmiers. Ou, je ne sais pas s'il y en a qui ont encore le cacao. C'est comme ça qu'elles vivent. Il y en a qui sont officiellement mariés et d'autres qui ont des vingtaines d'années et peut-être plus de petits-enfants qui ne sont pas officiellement mariés, mais ils sont. Limité au nord par le clan Ndogbeya, au sud-est par les Ndongonde, à l'ouest par le clan Lingok et au nord-est par les Ndoksene, les populations ont su créer des liens familiaux, mais aussi de fraternité. Bonjour maman. Bonjour. Moi, je ne peux pas parler comme toi. Il n'y a pas de problème, maman. J'ai né à Ndondir. J'ai marié ici avec mon mari Antoine Beba. Qui est un Ndogbeya? Oui, un Ndogbeya. Et après 9 ans, il est mort. Alors, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça se passe entre les Ndoglet et les Ndogbeya? Puisque vous êtes venus en mariage ici, ça montre déjà qu'il y a une très bonne cohabitation, donc il y a une bonne entente. Alors, vous pouvez nous le dire en langue bassa, comment est-ce que vous vivez avec les Ndogbeya et les Ndoglet, parce que vous formez déjà une famille. Papa n'y Ndogbeya Abelara, le bout, nous l'état n'y a jamais ablon Ndogbeya. Bon, de la même bam ni nano. Nenele mando ya la bieme abneve hala dimilo liyel mbok kanto liyel mbok lara mindoya. Je veux d'abord vous signaler que ma tombe route est une chefferie cosmopolite. Je suis le 8e chef et j'ai trouvé que mes aïeux vivaient en pleine collaboration avec les Ndoglet en général, en particulier les Ndoglet de Bomtol, Mbeng. Nous sommes toujours ensemble, nous avons toujours partagé les mêmes peines ensemble. S'il y a la beauté quelque part, ma tombe, Ruth et Mbeng sont toujours ensemble. Alors, parlant des limites avec des chefferies Ndoglet, il y a Mbeng, il y a Bomtol, et pour ne citer que les deux qui nous sont limitrophes. Qui dit héritage dit en effet transmission d'une génération à une autre par les aïeux, parmi lesquels Ngana Godok. L'histoire de ces collines. Surtout, on a été visiter une colline particulière qui regorge une histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus concernant cette dite colline? Cette colline, elle n'est pas comme tout le reste. Elle s'appelle Bilorbita. Bilorbita. Si on peut traduire, ça veut dire que le jeune homme de papa. Mais vous savez, ta, c'est papa, c'est père. Mais lorsqu'on dit ta, ça a une signification beaucoup plus profonde. Son ta, c'est-à-dire là où on a enterré mon père. Donc c'est beaucoup plus, ça pèse beaucoup plus que son papa, son père, le temps de mon père. Non, c'est pas aussi facile. Son ta, ça, c'est poignant. Voilà. Donc l'orbita, c'est les jeunes de papa. C'est la traduction. L'orbita, c'est les jeunes de ta, les jeunes de papa. C'est une colline qui a une histoire. Parce que la
d'après ce qu'on nous dit, l'homme qui a donné le nom de Mbeng à ce village, bon, il y a habité et il est mort, on l'a enterré en fait. On l'a enterré, parce que de toutes les façons, lorsque quelqu'un meurt, on l'enterre. Mais ça a été, bon, enterré là-bas. Ben, on n'y a pas creusé une tombe comme ça se passe partout. Bon, il y a un trou d'air là-bas, une espèce de volcan, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Il se pourrait qu'il s'est fait aspirer. Parce que les gens, à cette époque-là, ils n'étaient pas des vulgaires personnes comme nous autres. Son corps, on pouvait l'étaler n'importe où, au vu sud de tout le monde. Non, ça c'était des gens, des personnes mythiques. Donc, à sa mort, d'ailleurs, personne n'a vu son cadavre. Nous disons qu'il est dans ce trou-là, nous pensons qu'il est dans ce trou parce que bon, on a cherché, après qu'on ne l'a plus retrouvé à la maison, on a cherché partout, on ne l'a pas retrouvé. Alors le monde a déduit donc il se trouverait dans le trou-là. Bon, mais ce n'est pas quelqu'un qui l'a mis dedans. Donc c'est une colline pleine d'histoire, de façon que l'homme qui a créé ce village de Mbeng, Mbeng, qui veut dire en langue béti, beau, magnifique, joli, Mbeng. Alors, on l'a enterré là-bas. Enfin, il est mort là-bas. Bon, son corps se trouverait là-bas. Voilà, c'est l'histoire de cette colline-là. Et vous appartenez à cette descendance? Oui, parce que comme il s'appelait Nganagoro, Nganagoro, bon, alors tous ceux qui sont nés de ses enfants s'appellent les Lurungana, c'est-à-dire de sa descendance, Lurungana. Donc j'en fais partie. Je crois que je suis de la 6e génération, quelque chose comme ça. C'est une belle histoire qu'on racontera d'année en année. L'origine des appartenances culturelles, ses racines, son identité, c'est l'histoire de tout un peuple légué depuis des décennies par leurs ancêtres. Yo so nae, aba no, so la mi welli pan, ki umyo be, aba no, yan le la, yagrisi, babi karalcho, mama anolobo. Big mama, I saw golpes, Babi Welly sang, Inu Yese, Acholo Pes, Pium Yobe, Aba no, Yanlela, oh, Aba no. Sola mi welkunde ki umnyobe aba no